Ce dimanche 30 avril, cette journée où nous commémorons la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration et d'extermination nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc une journée très forte et symbolique. Et il n'y avait sans doute pas de meilleur jour pour se retrouver ici aujourd'hui au mémorial et pour évoquer ensemble la mémoire de Louis Spikowski, de sa famille, ses parents, Abraham Albert et Barbe Brunette, ses sœurs, Annette et Lucie, et son frère Jean. Tous ont été arrêtés à leur domicile de Boulogne-Billancourt le 22 janvier 1944. Ils ont été transférés au camp d'internement de Drancy et déportés à Auschwitz-Birkenau par le convoi 67 le 3 février 1944. Une journée donc tout à fait particulière. Je vous laisse vous installer. Donc, je tiens à remercier mes collègues, amis et invités qui sont autour de la table avec moi aujourd'hui pour évoquer la mémoire de Louise et un peu plus. Caroline Piketty, conservatrice aux Archives nationales, une amie depuis 20 ans. Et je n'en dirai pas plus. Je suis très heureuse de t'avoir, Caroline, avec nous aujourd'hui. Stéphanie Trouillard, journaliste à France 24. Je reviendrai bien entendu sur chacune des personnes qui sont autour de moi aujourd'hui. Madame Claude Counor, j'aurais dû commencer par vous. Bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'être venue de votre province avec votre mari qui vous a accompagné. Et bien entendu, Khalida Hachi qui se trouve à ma gauche et qui est en grande partie responsable de notre rencontre aujourd'hui. Voilà, je vais laisser en quelques minutes la parole à Stéphanie qui va introduire la présentation d'une vidéo qui dure 13 minutes et qui va nous plonger directement dans le sujet. Stéphanie, je te laisse la parole. Alors on va pas tout de suite rentrer trop dans les détails de ce travail. Donc moi je suis Stéphanie Trouillard, je suis journaliste pour le site internet de France 24. Donc il y a un an j'ai été contactée par Khalida Hachi qui se trouve sur ma gauche, qui est professeure documentaliste au lycée Jean de La Fontaine. Elle m'a contactée parce que c'est un peu le hasard, c'est sa sœur travaille avec moi. Et donc elle voulait me parler de lettres qui avaient été retrouvées au lycée Jean de La Fontaine, de lettres qui appartenaient à une jeune fille qui a été déportée, donc Louise Spikowski. Et donc elle a su que je m'intéressais beaucoup à la Seconde Guerre mondiale et elle m'a demandé de l'aide dans ses recherches. Donc au départ, je ne pensais pas que ça allait nous emmener dans un long travail de recherche, un travail d'1 an. Quand j'ai lu ces lettres, j'étais frappée par l'écriture de Louise, par sa maturité, parce que ce dont elle témoignait dans ses lettres. Mais je pensais au départ peut-être en faire qu'un article ou simplement aider Khalida dans ses recherches. Et au final, on a travaillé pendant plusieurs mois pour essayer de retracer le parcours de Louise et de fil en aiguille, on en a su plus sur la vie de cette jeune fille, les circonstances de l'arrestation de sa famille et sur son devenir malheureusement tragique à Auschwitz. Et on a décidé d'en faire un web documentaire donc, qui a été publié fin mars sur le site de France 24. On a de la chance parce que France 24 est un site en 3 langues, donc le web documentaire est en français, en anglais et en arabe. Et on s'est aussi rendu compte que c'était intéressant d'en faire un format pour la télévision. Donc il y a aussi une version vidéo là, qui va vous être projetée, qui a été diffusée dans l'émission qui s'appelle Reporter sur France 24 et que j'ai réalisée avec Claire Williams, qui est aussi présente dans la salle. Et Claire a aussi participé au web documentaire parce qu'elle a traduit le web documentaire en anglais. Donc je vous propose de voir cette version vidéo qui est un petit peu un condensé du web documentaire qui est disponible sur Internet. Voilà, tout à fait. Et ensuite, nous rentrerons dans le cœur du débat. Oh mademoiselle, si vous vouliez me reparler de la joie, je suis sûre que nous ne pouvons apprécier le bonheur qu'après avoir souffert. Mais est-ce que la souffrance a des arrêts? Je finis par en douter. Je vous embrasse affectueusement, Louise. J'ai le même problème. Est-ce que la souffrance a des arrêts? Judith Simons a perdu 14 membres de sa famille au cours de la Shoah. Parmi eux, Louise Spikowski, sa cousine.
70 ans après, elle découvre des lettres que celle-ci a écrites pendant la guerre avant d'être déportée. Ça m'a rappelé un petit peu le journal d'Anne Frank, ça rappelle un petit peu ça, n'est-ce pas? Ça sort des cendres de la Shoah. Et c'est quelque chose pour nous presque incroyable, presque incroyable. Ces lettres ont été retrouvées par hasard en 2010 au lycée Jean de La Fontaine à Paris, dans le 16e arrondissement. La même où Louise était scolarisée. C'est une professeure de mathématiques qui a fait cette découverte en rangeant une armoire. J'ai trouvé un petit mot. Là, nous sommes tous arrêtés. Alors là, c'était vraiment absolument saisissant. C'était un petit mot où Louise Spikowski avait mis avec ses affaires qui ont été amenées à Madame Malingret. Et elle met « J'aimerais les retrouver si je reviens un jour ». Alors là, c'était vraiment... On a l'impression que le temps s'était arrêté. Mademoiselle Malingret était le professeur de latin-grec de Louise. C'est avec elle que la jeune fille a correspondu au cours de l'été 1942. Pendant des années, elle a conservé ses lettres avant de les déposer au lycée lors du 50e anniversaire de l'établissement. Dans un livret édité pour l'occasion, elle avait aussi rendu hommage à son ancienne élève. Elle était blonde, avec de grands yeux bleus qui brillaient comme des étoiles. Elle habitait Boulogne, 50 rue Georges Sorel. Louise était une très bonne élève, en particulier en mathématiques où elle venait au secours de ses compagnes moins douées. Je me suis sentie comme si on m'avait passé un relais de tous les professeurs qui avaient pu connaître Louise, à commencer par Mademoiselle Malingret, et sûrement à leur regret, leur déchirement, qu'il n'y ait rien qui puisse perpétuer le souvenir de Louise. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais faire. Mais à l'heure de partir en retraite, Christine Lerche se retrouve face à un dilemme. Que faire des lettres de Louise? C'est finalement auprès d'une autre professeure du lycée qu'elle trouve du soutien. Émue par les écrits de la jeune fille, Khalida Hatchi reprend le flambeau. Pour se lancer dans ses recherches, elle me demande de l'épauler, moi la journaliste. Ensemble, nous nous donnons une mission, savoir qui était Louise et surtout la sortir de l'ombre. Notre point de départ, les lettres. Louise parle énormément de ses interrogations sur la foi, de sa vie quotidienne, mais curieusement très peu sur les événements de la guerre, enfin les événements horribles qui découlent de la guerre. Par contre, nous apprenons dans une de ses lettres que son père a été arrêté et interné ici même, à Drancy. Cette cité HLM, du nord-est de Paris, a été utilisée comme camp par les Allemands de 1941 à 1944. Elle est devenue le principal lieu d'internement des Juifs parisiens durant la guerre. Abraham, le père de Louise, y a été envoyé après avoir été arrêté au cours de la rafle du Veldiv, en juillet 1942. Chère mademoiselle, je suis bien heureuse, mademoiselle. Nous avons des nouvelles de papa. Il n'a pas quitté Drancy. Nous pouvons envoyer un colis de vêtements. C'est très émouvant de lire cette lettre puisque on sent la charge émotionnelle à l'écriture et aussi une pointe d'humour. Je viens de le porter à Paris. Naturellement, j'ai eu de la chance de me trouver à côté de personnes que je n'aime pas. Car il est permis de ne pas aimer, n'est-ce pas ? Abraham réussit finalement à sortir de Drancy en août 1942. Mais dans ses lettres, Louise n'explique pas de quelle façon. Malgré la menace qui pèse, la vie de la famille reprend son cours. Louise suit les cours au lycée comme toutes ses autres camarades. Tous les ans, nous avions droit à la photo de classe. Me voici placée ici et ma camarade Louise est ici. Nous avons retrouvé Madeleine grâce au nom inscrit au dos de la photo de classe. Pendant 2 ans, elle était assise juste à côté de Louise. C'était une jeune fille très posée, très sage, très intellectuelle, réfléchissant beaucoup. Citée au tableau d'honneur, Louise était la première de la classe dans pratiquement toutes les matières. Une intelligence et une maturité qui expliquent selon Madeleine la relation particulière qui unissait la professeure et son élève. Nous savions que Mademoiselle Malingret l'avait prise sous son aile. Et elle aurait voulu d'ailleurs, je crois, la prendre chez elle.
pour la protéger et qu'elle ne soit pas déportée finalement. Mais elle a voulu rester avec sa famille, ce qui est tout à fait normal. Un jour, Louise n'est pas revenue en classe. Madeleine ne l'a jamais revue. Je n'avais pas imaginé un seul instant que cette histoire pourrait ressurgir au bout de 70 ans. Et très, très longtemps, ce souvenir m'a un peu hanté, je dois dire. Sur le site de Yad Vashem, nous découvrons également une fiche de témoignage sur des proches de la famille Pikowski. Elle a été écrite par Claude Counor lors d'une visite au mémorial de la Shoah à Jérusalem. Les parents de Claude et Louise étaient cousins. C'était une famille très unie. Et enfin, il semblait qu'il n'y avait pas de heurts dans la famille, que c'était des gens très calmes, très conciliants. En août 1943, leurs deux familles se réunissent le temps d'un après-midi à Joinville-le-Pont, près de Paris. Une photo immortalise ce moment. La maman Brunette, ma mère, ma sœur, Yetta, Louise et moi. Donc c'était une belle journée, sûrement. Et on a dû goûter ensemble, quand même, malgré les restrictions. Claude a eu la chance de ne pas être arrêtée. Mais depuis 70 ans, elle garde le souvenir de cette journée d'été. Bien que ce n'était pas de la famille proche, c'était quand même quelqu'un que j'avais connu. Et je me souvenais qu'on... Et puis je vous ai dit que je comparais leur situation avec la mienne. Le 22 janvier 1944, des policiers français frappent à la porte de l'appartement des Pikowski à Boulogne. Ils leur laissent 1 heure pour préparer leurs affaires. Dans ce laps de temps, Louise dépose une Bible et une dernière lettre au domicile de Mademoiselle Malingré. Nous sommes tous arrêtés. Je vous laisse les livres qui ne sont pas à moi et aussi quelques lettres que je voudrais retrouver si je reviens un jour. Je pense à vous, au père, à Mademoiselle Arnold, et je vous embrasse. Louise. Le père, la mère et les 4 enfants sont conduits à Drancy où ils sont tous fichés. Quelques jours plus tard, le 3 février 1944, ils sont sélectionnés sur la liste du convoi numéro 67. En bus, avec plus de 1200 autres personnes, ils gagnent la gare de Bobigny, lieu de départ pour Auschwitz, en Pologne. Après 3 jours de voyage, dans des wagons à bestiaux, ils arrivent dans le camp d'extermination. Comme le laisse penser l'absence d'autres archives, les membres de la famille Pikowski sont directement conduits vers les chambres à gaz. Louise avait 16 ans. Pour ne pas que les lettres de la jeune lycéenne se retrouvent de nouveau oubliées au fin fond d'une armoire, nous avons décidé d'en faire don au mémorial de la Shoah à Paris. Ces documents sont désormais conservés par le Centre des Archives. Ils sont accessibles à tous les visiteurs. Voilà, donc en moins d'une dizaine de lettres, on a vraiment la vie de Louise qui déroule. C'est un petit dossier, mais c'est très, très dense. Et puis cette Bible, bien entendu, qu'elle a remise. Et puis au-delà de ça, voilà, c'est également la réaction de la professeure, d'avoir, évidemment, gardé les documents, mais de les avoir conservés pendant toutes ces années, presque comme des reliques, quoi, dans cette armoire. Là aussi, ça prouve un bel attachement du professeur envers son élève, quoi. C'était au-delà, je pense, d'une relation prof-élève. Les lettres n'ont pas seulement permis de faire revivre la mémoire de Louise. Elles nous ont aussi conduits sur les traces des autres jeunes filles déportées du lycée Jean de La Fontaine. Pour retrouver leur nom, nous nous sommes plongés dans les archives de l'établissement. Après plusieurs heures passées dans les caves, nous avons découvert dans un vieux carton
des actes de naissance nécessaires à l'époque pour l'inscription au lycée. C'est une preuve irréfutable que ces élèves qui ont été déportés, ces élèves du lycée Jean de La Fontaine, étaient scolarisés ici et déportés vers des camps de la mort. Pour décortiquer toutes ces archives, les élèves actuels du lycée ont aussi été mis à contribution. Avec leurs camarades, Colombe et Romane, 2 lycéennes en classe de première, ont établi des listes pour tenter d'identifier sur le site de Yad Vashem d'autres victimes de la Shoah. Donc, en tapant les noms, on est tombé sur une jeune fille qui s'appelle Berthe Baumann. Et donc on a découvert qu'elle s'était fait déporter. En fait, au début des recherches, on n'avait qu'une hâte, c'était de trouver une élève pour que nos recherches aboutissent à quelque chose. Sauf qu'au moment où on l'a trouvée sur le site internet, on a réalisé qu'en fait, elle avait été déportée et qu'elle était morte là-bas. Et du coup, on était un peu émus sur le moment. On était plus tristes que contents de l'avoir trouvée. Ouais. En tout, 5 jeunes filles déportées ont été retrouvées. Leurs noms seront bientôt inscrits sur une plaque dans le lycée. Ça permet de faire en sorte que les gens se souviennent de ces personnes plutôt que de les oublier avec le temps. La mémoire de Louise ne dormira plus sous une couche de poussière. La parole de la jeune lycéenne a été transmise. Notre mission est terminée. La joie est bien en nous, quel que soit le degré de notre souffrance. Nous pouvons toujours en trouver encore un peu, en pensant que notre tâche n'est jamais terminée. Je comprends maintenant ce texte latin que j'ai traduit en 5e et dont je ne me rappelle plus que ceci. Un homme ayant perdu ses biens, dont les filles ont été emmenées en esclavage, et qui dit « On ne m'a pas pris ma richesse, car ma richesse est en moi ». Toujours un petit peu difficile de reprendre le cours des débats. Donc, Khalida, Stéphanie, on a vu dans ce petit film, on a déjà quelques explications, mais Khalida, donc je vais vous donner la parole et j'aimerais que vous nous racontiez déjà comment, avec l'aide des professeurs du lycée, madame qui est dans le public, je crois, oui, elle est là-bas, la découverte de ces lettres, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette recherche? Racontez-nous un petit peu comment vous en êtes arrivé là et je vous laisse la parole. Merci d'être aussi nombreux, je vous remercie de nous accueillir. L'histoire de Louise Pikowski est connue maintenant par tous grâce au web documentaire réalisé par Stéphanie Trouillard. Les lettres ont été très longtemps conservées au lycée, depuis la fin de la guerre, par mademoiselle Malingré dans une armoire. Puis ensuite, les lettres ont été transmises de génération d'enseignantes à génération d'enseignantes. Donc Christine Lerche a conservé ces lettres, enfin les a retrouvées dans une armoire qui était dédiée aux mathématiciens. Par hasard, lors d'un déménagement d'une salle qui devait devenir le bureau du proviseur adjoint. Et donc à la découverte de ces lettres, elle s'est associée à Patrick Choucroune, donc professeur de musique, pour démarrer des recherches. Ces lettres ensuite ont été donc conservées par Christine Lerche jusqu'en 2015 où elle a poussé les portes du CDI pour nous demander de l'aide et démarrer des recherches puisqu'elle partait à la retraite. Alors pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps ? Il faut savoir qu'à l'époque, déjà... À l'époque 2010, à l'époque de la découverte des lettres ? Déjà en 80, il y a eu déjà des recherches menées par d'anciennes enseignantes. Et il n'y avait pas tous les progrès technologiques que nous connaissons maintenant, donc Internet n'existait pas vraiment. Donc les lettres ont traîné et ont été conservées donc, par d'autres enseignantes. Donc Christine Lerche nous a demandé de l'aide. C'est à ce moment-là que j'ai demandé de l'aide à Stéphanie Trouillard, qui... excusez-moi, je suis un peu émue.
Oui, parce que quand même, 2010-2000, vous arrivez au lycée Jean de La Fontaine en 2013. 2013, très bien. Donc, il me semble, la première fois que nous nous sommes rencontrés, que vous m'aviez évoqué, quand vous êtes venu avec vos collègues professeurs, que le premier écho, quand vous avez tenté d'en savoir plus sur l'histoire de Louise et que vous avez essayé de sensibiliser peut-être l'administration du lycée à cette recherche, il n'y avait pas forcément un grand engouement, je ne dirais pas un manque d'intérêt, mais peut-être un... Disons que chaque enseignant est pris par ses tâches. Les copies s'accumulent, le temps est manquant. Donc c'est vrai que moi, en tant que professeur documentaliste, j'ai un peu plus de temps à consacrer aux recherches. Et l'engouement n'était pas manquant, puisque mes collègues étaient très attachés au devoir de mémoire, au devoir de mémoire de cette jeune fille. Et aussi à la recherche de preuves, parce que ce qui nous manquait, en fait, c'était tous les documents qui avaient disparu ou qui étaient non archivés ou dans des sous-sols, puisque la plupart des documents ont été retrouvés au 2e sous-sol de l'établissement et d'autres aux archives nationales. Bon. Oui, enfin bon, on sait effectivement, ici on est un public peut-être un peu particulier, c'est vrai qu'on a des possibilités pour faire des recherches sur ces demandes déportées, donc l'histoire de Louise ressort au travers de ces lettres, et alors je vous les présenterai peut-être si vous avez quelques minutes après. Vous avez vu dans le documentaire, les documents ont finalement, les professeurs ont fait le choix, avec l'accord du lycée bien entendu, de déposer ces documents aux archives du mémorial de la Shoah, donc elles sont désormais ici et conservées, et l'histoire de Louise, de sa famille, mais également on parlera tout à l'heure du sort d'autres élèves du lycée La Fontaine, va ressurgir grâce à toutes ces recherches. Donc, Khalida, vous demandez l'aide de Stéphanie pour vous aider à mener les recherches, à avoir un peu plus de soutien. C'est une recherche difficile, effectivement, de se lancer sur les traces de personnes disparues, déportées. Alors, ce qui a été difficile, c'était de trouver des descendants ou des personnes de la famille. D'où le rôle de la journaliste. Exactement, donc, qui nous a menés jusqu'à Jérusalem, où nous avons retrouvé les cousines de Louise Pikowski, donc, qui a été un moment inoubliable. Je pense aussi à Léa Schwarzman, qui a fait partie du même convoi que Louise Pikowski, et qui est revenue, mais très abîmée par la vie. On parlera du web documentaire qui est beaucoup plus complet que ce que vous avez pu voir dans la vidéo qui a été projetée. Stéphanie, cette recherche, vous êtes intéressée par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale à titre personnel et professionnel depuis plusieurs années. Donc quand Khalida vous a sollicité, vous avez tout de suite répondu oui? Oui, moi je travaille depuis plusieurs années sur l'histoire de mon grand-oncle qui était résistant, qui a été tué en 1944 en Bretagne, mais j'avais jamais travaillé en fait sur l'histoire de la déportation, sur l'histoire de la Shoah. Donc quand Khalida est venue vers moi pour me proposer de travailler sur cette enquête, j'ai tout de suite dit oui, parce que j'ai été frappée par vraiment la qualité des lettres de Louise, ça m'a émue dans un premier temps. Et puis, je pense que ce qui a peut-être manqué, par exemple, pour Christine, quand elle a trouvé ses lettres, c'était tout ce qu'on a aussi maintenant, même en l'espace de quelques années, sur Internet, et de pouvoir retrouver des gens... Savoir où chercher. Savoir où chercher, voilà, grâce aux moyens qu'on a désormais. Déjà, on est parti de documents qu'on avait en notre possession. Donc, avec les lettres de Louise, il y avait également cette photo de classe, qui était dans les documents laissés par Mademoiselle Malingret. Par exemple, pour retrouver les cousines de Louise Pikowski, donc j'ai un peu utilisé les techniques journalistiques que j'exerce au quotidien dans mon travail pour faire une enquête, mais une enquête dans le passé. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne sait pas si on va forcément retrouver des gens encore en vie. Et pour les cousines de Louise, en fait, qu'on a retrouvées à Jérusalem, il y a un site très important qui est le pendant du mémorial de la Shoah, mais à Jérusalem, qui est le site de Yad Vashem. Et donc, sur ce site de Yad Vashem, les gens peuvent laisser des pages de témoignages en indiquant que leurs parents, leurs cousins sont morts au cours de la Shoah, et en laissant leurs coordonnées en fait.
Et donc, c'est grâce à cette page de témoignage que j'ai retrouvé un cousin de Louise, qui est malheureusement décédé, mais j'ai pu contacter ses sœurs, que nous sommes allés voir à Jérusalem. Et la première dame que l'on voit dans la vidéo, qui s'appelle Judith Simons, est aussi l'une de ses cousines de Louise Picossi, mais qui habite à Londres. Donc, c'est grâce à ce site que j'ai pu les retrouver. Et j'ai aussi pu retrouver Madame Claude Counor. Donc en fait c'est une vraie enquête parce qu'on doit vraiment s'attacher au moins de petits détails pour retrouver Claude. En fait on a retrouvé, c'est un peu de la généalogie aussi dans ce travail de mémoire. On avait retrouvé les actes de naissance de la famille Picowski, les actes de mariage. Ça aussi maintenant c'est disponible aussi beaucoup sur internet. Si vous allez sur les archives de la ville de Paris ou aux archives départementales, on a accès à ces documents, les gens ne le savent pas forcément. Et donc sur l'acte de mariage d'Abraham, qui est le père de Louise, et de Barbe, sa femme, il y avait le nom des témoins, donc Maurice et Mina, qui sont en fait l'oncle et la tante de Claude Counor. Et Claude Counor a laissé une page de témoignage sur le site de Yad Vashem pour son oncle et sa tante. Et donc c'est comme ça que j'ai fait le lien et que j'ai pu la contacter parce qu'il y avait son adresse. Donc voilà, c'est beaucoup de patience, de recherche, mais maintenant grâce aux moyens qu'on a à notre disposition, on arrive à retrouver les gens. Les recherches sont un peu facilitées. On va demander à Claude de nous dire quelques mots, mais auparavant, j'aimerais passer la parole à Caroline. Donc, dans le cadre de vos recherches, tu l'as expliqué, Stéphanie, frappé à toutes les portes, et les centres d'archives notamment, et parmi les centres d'archives incontournables, les archives nationales. Et Caroline est aux archives nationales depuis de bien nombreuses années, et elle est désormais, depuis quelques années, responsable de l'accueil et de l'orientation des chercheurs aux Archives nationales en tant que responsable du département des publics. Alors Caroline, j'aimerais que tu nous dises en quelques mots en quoi consiste ton rôle aux archives, le type de documents qu'on peut trouver dans cette immense maison où sont conservés des millions de papiers qui sont parfois très impressionnantes pour des chercheurs amateurs, novices en recherche. Expliquer qu'il y a depuis plusieurs années, là encore, un accueil particulier qui est accordé à une écoute et un accueil particulier dédié aux familles qui font ce type de recherche, le type de recherche qui nous préoccupe aujourd'hui. J'aimerais que tu nous en dises quelques mots, s'il te plaît. Merci Karen de m'avoir invitée à parler ici de ces lettres et de toutes les sources que vous pouvez trouver, bien sûr, aux Archives nationales et ailleurs en France. Je parle au nom des Archives nationales, mais je parle surtout au nom d'une équipe que j'ai la chance d'animer, une équipe d'archivistes qui sont au service du public. Je parle également au nom des générations d'archivistes qui m'ont précédée, parce que les archives, c'est complexe, ce n'est pas magique, et il faut des générations et des suites de collègues qui se passent le flambeau pour vous accueillir. La mission de mon équipe est simple, on vous aide, on vous oriente, on cherche, on ne fait pas à votre place, il y a un moment donné où vous devez faire votre travail. Vous êtes très nombreux à vous adresser aux Archives nationales et c'est important de vous impliquer vous-même en vous aidant, en vous donnant des repères. Les archives sont aujourd'hui, depuis 4 ans, non plus dans le Marais à 2 pas d'ici, mais à Pierrefitte, à Saint-Denis, au bout de la ligne 13 qu'il vous faut franchir. Nous sommes le plus grand centre d'archives européen. Nous avons près de 320 km linéaires de documents, c'est gigantesque, c'est un océan. Sans guide, vous êtes totalement perdu. Parmi vous, il y a certainement des historiens, des personnes rodées, mais il y a aussi des gens totalement démunis. Nous sommes là pour tous. Et dans cette période électorale un peu particulière qui est la nôtre aujourd'hui, je tiens à dire que ce sont des documents qui sont produits par les fonctionnaires de la France, ce qu'on appelait l'État français. C'est important à savoir. Et nous avons la charge de révéler, d'orienter dans ces documents qui sont bien français. C'est un noyau extraordinairement compact et cohérent d'archives. Pourquoi ? Parce que la France est un pays centralisé. Et à la différence d'autres pays qui n'ont pas cette histoire centralisée où toutes les choses convergent, nous pouvons retrouver par des fichiers multiples et variés les personnes qui vous tiennent à cœur. Nous avons la chance aussi depuis quelques années, et nous faisons encore des progrès ces dernières années, de rendre accessibles librement, sans autorisation, sans réservation, tous ces documents. Encore une fois, ce n'est pas magique, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup,
mais c'est librement communicable. C'est très important de le savoir. Alors, je ne sais pas le temps que me donne Karen, mais il y a des étapes. C'est comme un parcours du combattant, les Archives nationales. Et quand Stéphanie Trouillard est arrivée, quand Khalida est venue, en plus un jour de grève, vous voyez, il y a des étapes plus ou moins simples. La première étape étant déjà pour vous de rassembler votre documentation personnelle, d'avoir les idées un peu claires, d'être prêt à affronter des découvertes qui ne sont pas forcément évidentes. Je ne sais pas quel temps tu me donnes, Karen. Je poursuis un peu. Je te couperai la parole Okay. le moment venu. Alors, une fois les idées claires, ce qui n'est pas toujours simple sur ces questions vraiment rudes, la première étape, ce sont justement ces fiches que vous voyez derrière vous, qui sont les fiches des personnes arrêtées et déportées, des personnes considérées comme juives par les autorités de Vichy. Ces fiches originales sont ici même au mémorial de la Shoah. Sur le plan juridique, elles appartiennent aux Archives nationales, mais on s'en fiche éperdument. Elles ne sont pas accessibles librement ici parce qu'elles sont très précieuses, comme des reliques. Et ici, comme aux Archives nationales, vous y accédez sous forme de microfilms ou maintenant d'images numérisées. Vous les reproduisez gratuitement et vous repartez avec votre lot de documentation. Tout ça est un peu barbare, hein. Quand je dis un peu, c'est naturellement un euphémisme. On apprend à déchiffrer toutes ces annotations. On apprend à reconnaître un peu ce qui est vrai et ce qui n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est juste. Donc la première étape, ce sont ces fichiers. La seconde, ce sont les fiches et les dossiers de confiscation de maisons, de commerce, d'outils de travail. Un marchand au carreau du Temple a un dossier d'arianisation aux Archives nationales. C'est très précieux. La particularité de tous ces fichiers, de tous ces documents, vous l'imaginez bien, mais j'insiste quand même, c'est une période barbare, ce sont des documents très rudes. Ce sont des documents pour ce qui est des fichiers qui concernent les adultes, mais aussi les enfants. Vous avez des fichiers spécifiques aux enfants. Et dans ces fichiers, vous avez des fiches d'enfants qui sont trop petits pour savoir leur nom et qui arrivent tout seuls à Drancy et qui vont partir tout seuls de Drancy. Il faut prendre son temps aux archives parce que d'un seul coup, on est submergé par l'émotion, c'est un mot qui a été souvent employé, par toutes sortes de réactions totalement imprévisibles. Vous avez ensuite, en étape supplémentaire, les dossiers de naturalisation. Alors, on en parle beaucoup des dossiers de naturalisation aujourd'hui parce qu'il y en a énormément à Pierrefitte et il y en aura encore plus dans 2 ans. Pour beaucoup de ces familles, ce sont des familles qui se réfugient en France avant les années 30 et qui vont être naturalisées françaises, qui vont souvent se voir retirer leur nationalité française en 1940. Ces dossiers sont très très importants parce que vous pouvez découvrir d'où vient la famille, pourquoi elle est venue, comment elle était composée, combien de personnes n'avons-nous pas accueillies aux Archives nationales pour un grand-père que ces personnes cherchaient et qui était l'aîné de 3 enfants. Eh bien, ce n'était pas vrai. La famille était beaucoup plus nombreuse. Il y a un risque à franchir la porte des archives, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on sait dans nos familles et il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et on peut avoir des surprises pas totalement simples à affronter. Les dossiers de naturalisation, ici présentes, il y a des personnes qui se heurtent à leur accès parce que, encore une fois, dans 2 ans, tous les dossiers de naturalisation depuis 1800 jusqu'en 2000 seront à Pierrefitte. C'est considérable et c'est très précieux. Je dirais pour finir encore un mot des dossiers du pillage des appartements. Vous savez que les personnes, pour la plupart, ont fui quand elles n'ont pas eu la chance de pouvoir vivre là où elles avaient l'habitude de vivre depuis longtemps. Elles ont fui, les appartements ont été mis sous scellés par les Allemands et tout le contenu a été déménagé et transféré en Allemagne. Après la guerre, en 1945, les familles qui ont pu revenir ont pu faire des demandes pour récupérer leurs objets, leurs meubles, ou bien être indemnisées. Dans ces dossiers qui sont à Pierrefitte, vous entrez dans les appartements. Et quand c'est l'appartement d'un cousin ou d'un parent, vous imaginez le choc. On y entre pièce après pièce. Enfin, il y a toutes sortes de documentations annexes, souvent complexes, qui sont aux Archives nationales. Vous avez les dossiers d'épuration, vous avez des lettres de dénonciation, vous avez des lettres de supplique et de toutes ces personnes qui ont protégé aussi
les familles dont nous parlons aujourd'hui. Madame Malingret, un jour peut-être, on trouvera des documents sur elle. Vous avez des bases de données, et là je dirais un mot, certains d'entre vous ont entendu parler de Bad Arolsen. Ce sont des images numériques qui sont accessibles à Pierrefitte, qui sont très compliquées à accéder, mais nous sommes là encore pour vous guider. Alors en conclusion, j'espère vous avoir donné l'envie de venir aux Archives nationales. Si vous ne voulez pas venir, vous pouvez nous écrire ou vous pouvez nous contacter par mail. Si vous êtes déjà venu, n'hésitez pas à revenir faire un tour parce que nous avons fait des progrès et nous progressons encore. Ce que nous vous avons montré il y a quelques années n'est sans doute pas suffisant. Nous avons repéré d'autres sources. Au total, vous trouverez certainement beaucoup et c'est important aussi, vous comprendrez peut-être ce qui vous manque, ce qui n'a pas été conservé 70 ans après la guerre. C'est comme dans un puzzle ancien. Vous aurez des pièces manquantes, mais ce que vous aurez rassemblé vous permettra certainement de reconstituer une grande partie de l'itinéraire de tous ceux qui nous ont précédés. Je vous remercie. Caroline, merci pour cette intervention très, très claire et très, très précise. Certainement, tu auras de nouvelles demandes de nos amis qui sont dans le public aujourd'hui. Je n'en doute pas. Effectivement, les archives sont multiples. Les archives dont tu viens de parler sont particulièrement difficiles, on l'a dit, et administratives. Elles ne peuvent, elles sont utiles, bien entendu, parce qu'elles comblent des trous dans les recherches que nous menons, ces trous qui sont comblés. Donc ici, dans le cas qui nous intéresse particulièrement, nous avons donc ces lettres de Louise qui nous donnent des informations qui n'apparaîtraient pas dans toutes les archives qu'on pourrait trouver aux Archives nationales, parce que c'est son état d'esprit, son état d'âme. Elle se livre directement à sa professeure, donc on est dans l'intime. Ce sont également des informations qu'on va trouver au travers des témoignages. Et alors, je souhaiterais du coup faire intervenir Claude Counor, qui va, elle, pouvoir nous parler de ces quelques souvenirs de Louise et de sa famille, souvenirs vécus, souvenirs que lui a transmis sa maman également. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots, Bien Claude? Sûr. Bonsoir à tous. On vous entend bien. Excusez-moi. Je suis très ému d'être devant vous et d'avoir à rappeler la mémoire de Louise et de tous ceux qui ont disparu. Donc, les Pikowski, au départ, alors, peut-être... Albert, le papa. Le papa. Était donc un petit-fils Abramov, parce que la famille Abramov était constituée de 6 filles et d'un garçon. Tous ces gens habitaient en Ukraine. Oui. Ils sont donc partis aux environs, à mon avis. Moi, je sais que maman est venue en 1903, donc je pense que tous ces gens sont venus ensemble. Oui. Les hommes étaient partis, quelques-uns, à l'avant pour voir un petit peu comment ça se passait en France. Mais au départ, ils voulaient partir en Amérique. Et comme ils ont trouvé que la France n'était pas si mal que ça, ils se sont arrêtés là. Donc, Albert est né, lui, à Nikolaïev, tandis que maman est née en France en 1903. Et donc, ils ont passé leur enfance aux environs de Courbevoie, de ce côté-là. Ensuite... La maman d'Albert est morte, et je pense qu'à ce moment-là, Albert a pris son envol, il a quitté la famille, il s'est marié une première fois, malheureusement, sa femme est morte, il a ensuite épousé Bab, et il a eu donc 4 enfants. Et je ne sais pas pourquoi, moi, je n'ai jamais vu la famille Pikowski jusqu'à la guerre. J'ai rencontré Albert seulement en 1942-43, enfin à la sortie sûrement de Drancy. Il est venu nous voir. Donc la famille Pikowski habitait Boulogne et nous habitions Joinville-le-Pont. Donc inutile de vous dire que de faire le voyage à cette époque-là. Et en plus, il n'y avait pas le téléphone, donc il y avait que la correspondance. Et si on n'aimait pas écrire, eh bien les nouvelles, on ne les avait pas. Donc un jour, Albert est venu à la maison. Donc c'était sûrement en 1943, et à ce moment-là, il a dû, et avec maman, dire après tout, on pourrait peut-être faire connaissance de toute la famille. Oui, parce que vous aviez le même âge que vos oui, exactement. Moi, j'ai 1 an de moins que
que Louise, 2 ans de moins que... enfin, l'aînée. Et puis, les 2 enfants se suivent énormément. Les 4 enfants sont entre 1927 et 1932. Donc, par un beau jour du mois d'août, toute la famille est venue. Et j'avoue que je suis incapable de dire comment ils sont venus. Parce que, je ne sais pas, à un certain moment, on a dit qu'Albert était chauffeur. Mais à cette époque-là, je crois qu'il ne pouvait plus exercer ce travail, parce qu'on était obligé de porter des toiles. Mais la première fois où j'ai vu Albert, je sais qu'il portait des toiles, mais il avait une sacoche qui dissimulait les toiles. Donc, ils sont venus tous les 6, et on a passé un après-midi donc à Joinville-le-Pont. Et c'est ce jour-là qu'a été prise cette photo? Oui, c'est ça, exactement. Et heureusement, mon père aimait bien photographier, donc on a eu ce souvenir. J'ai surtout physiquement le souvenir de Louise, parce qu'elle avait de très beaux yeux bleus. Mais c'était une... Enfin, à vrai dire, il n'y a pas eu de conversation avec elle, parce que vous savez, à l'époque, les enfants étaient plus ou moins compassés, si on veut dire, bien que ce soit la famille. En plus, eux étaient des gens très réservés. Oui. On a sûrement sympathisé, mais il n'y a pas eu de suite. On ne s'est pas écrit à la suite, ni rien du tout. On a peut-être parlé de nos études, parce que moi, je venais de passer le brevet. Elle, je pense, comme j'étais un lycée, elle n'avait pas passé le brevet. Mais c'est maintenant que je la connais beaucoup mieux. Parce que votre maman vous en a parlé ensuite ou grâce aux recherches qui ont été menées par nos amis? Malheureusement, maman est morte en 99. Oui. Donc, je n'ai pas pu échanger à ce sujet. C'était, oui, la disparition donc c'était son frère? Non, Albert, c'était le cousin. Son cousin. C'était un cousin. Donc, c'est un sujet qui n'était pas régulièrement évoqué, qui n'était pas très proche, donc. Non, bien sûr, mais c'était proche par la disparition. Enfin, oui, par la disparition. Bien sûr. Et donc, ce que vous avez appris de Louise et de ses parents, c'est davantage avec les recherches menées par Khalida et Stéphanie? Bon. Vous n'aviez pas connaissance de ces lettres? Pardon? Vous n'aviez pas connaissance de ces lettres? Non, justement, c'est ce que je voulais vous dire, que je la connais mieux grâce aux lettres plutôt qu'à la rencontre que j'avais eue avec elle. Et je l'admire parce que même c'est incroyable que la veille de son arrestation, elle a eu la présence d'esprit, le courage de venir rendre des documents à son professeur. Et vraiment, moi, je sais que j'aurais été tétanisée de savoir que demain, on venait me prendre. Je n'aurais pas pensé à autre chose qu'à ce qui allait m'arriver. Elle a été formidable. Oui. Merci Claude pour ces quelques mots. Khalida, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire, bien entendu, on a vu le travail autour de Louise et ce que ça a généré, donc des recherches dans les archives de l'établissement, dans les caves, si j'ai bien compris, et tu as pu associer les élèves donc à ce travail autour de toi, et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça et donc des suites que cela va avoir. Alors, il faut savoir que notre objectif principal était la pose d'une plaque. Nous sommes, je pense, le dernier établissement de Paris à ne pas en avoir, malheureusement. Et il nous manquait quand même pas mal d'informations, de registres, puisque la plupart des registres ont disparu pendant la guerre, en sachant que durant cette période, l'établissement scolaire était occupé par l'armée allemande, la Kriegsmarine. Le lycée Claude Bernard, juste à côté, où était scolarisé Jean Pikowski, était occupé par les SS. C'est une caserne SS. Et donc, en septembre, j'ai contacté Stéphanie pour lui demander si elle était disponible pour descendre dans les caves du 2e sous-sol, où étaient conservées la plupart des archives, mais en pagaille, des archives de l'établissement scolaire. Donc, c'est essentiellement des registres d'inscription, mais non classés, dans des cartons éparpillés. Donc un matin, on s'est donné rendez-vous et puis on a cherché carton par carton, et c'est là qu'on a découvert
les 735 registres d'inscription d'élèves de 38 à 44. Et parmi ces documents, des filles qui ont été déportées. Et c'est à ce moment-là que, vu la masse de travail qui commençait à s'accumuler, j'ai contacté mes deux collègues, donc M. Montez et M. Bayon, professeurs d'histoire, pour associer leurs deux classes, donc de première ES1 et S3, qui ont travaillé avec acharnement pendant toute une année au dépouillement de ces archives et à la recherche nom par nom et document par document pour ne rien oublier. Donc on a tout passé au peigne fin pour retrouver les élèves qui ont été déportés. Voilà. Et juste pour les archives, là, ce que vous voyez derrière, en fait, ce sont donc des photos qui ont été prises dans les caves du lycée où il y a encore les inscriptions en allemand. Parce que c'était la Kriegsmarine qui a occupé le lycée Jean de La Fontaine pendant la guerre et les élèves étaient à Janson de Sailly. Donc on a retrouvé en plus des preuves, enfin des traces visuelles dans les caves du lycée avec ces inscriptions en allemand qui sont toujours visibles. Voilà. Oui, donc bien sûr, parce que qui dispose de plaques dans l'établissement, il fallait que l'ensemble des noms des victimes, donc des élèves du lycée qui ont été déportés, puissent être identifiés. Donc c'est à ce travail que vous vous êtes attaché. Tout à fait. Donc trouver la preuve de la présence des élèves dans le lycée. Oui. Donc c'est ce que nous demandaient les associations, donc la MEJ, la COMEJ et notamment la mairie de Paris. Voilà. Très bien. Et donc vous avez identifié? Alors nous avons identifié sinon, donc aussi grâce à un livret qui a été fait par Madame Castagnou, donc en 88. Une ancienne professeure de lettres classiques. Celle qui avait déposé tous les documents dans une armoire. D'accord. Et ensuite oublié. Donc cette armoire avait été dédiée aux mathématiciens. Et donc sur ces élèves, donc vous avez eu l'aide de vos collègues professeurs, des élèves donc qu'on voit notamment dans le documentaire, mais peut-être d'autres qui ont fait les recherches. Et vous, pour eux aussi, pour ces élèves aussi, ce sont 6 jeunes filles, vous vous êtes attachés à trouver des documents associés, à essayer de trouver leur, peut-être pas de façon aussi poussée que pour Louise, mais à trouver un morceau de leur histoire pour leur restituer une identité. Et je crois que vous prévoyez en même temps que la pose de plaque d'organiser une petite exposition pour leur rendre hommage. Grâce au travail des élèves, nous prévoyons d'organiser donc la cérémonie de la pose de plaque, associée à une exposition donc, qui sera, je l'espère, menée par ces élèves qui ont travaillé cette année au travail de recherche. Et aussi un concours de portraits de jeunes filles qui ont été déportées. Est-ce que l'une de ces jeunes filles voudra nous dire un mot peut-être quand on fera les questions dans la salle? Justement, Romane qui est présente et qui a retrouvé une jeune fille dans les archives de l'établissement, donc Berthe Baumann. Allons-y alors, Romane. Donc tout a commencé par les carnets de félicitations, enfin des meilleurs élèves. Donc là, on n'avait vraiment pas beaucoup de noms. Il y avait des initiales. On a trouvé un nom, donc Baumann. Et ensuite, on a cherché sur le site de Yad Vashem. On a retrouvé que Berthe Baumann, en fait, tout était concordant avec la date de naissance, le lieu d'habitation. Donc elle dépendait du lycée Jean de La Fontaine. Elle y était, elle était élève. Et avec les documents que vous avez retrouvés plus tard, c'était les documents d'inscription des élèves. On a eu d'autres informations par rapport donc, à son adresse, à la profession de ses parents, etc. Donc voilà, nous, on a découvert une élève. Très bien. Et Berthe a été déportée, n'est pas revenue? Oui, non, elle n'est pas revenue. Stéphanie, je me tourne vers toi de nouveau. On a vu cette petite vidéo qui a été présentée, mais donc tu nous as parlé tout à l'heure d'un web documentaire. Alors est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est qu'un web documentaire? Peut-être un public n'est pas forcément encore très accoutumé à ce type de produit. Est-ce que ça se développe? Est-ce que c'est vers là qu'on tend? Aujourd'hui, on connaissait les films, les livres, les articles. C'est ce qu'on essaie de développer à France 24, ce qu'on appelle les nouvelles écritures. Donc, vous avez l'habitude de lire des articles sur Internet. Mais là, c'est un travail un peu plus fouillé et multimédia, ce qu'on appelle multimédia, donc qui utilise toutes sortes
de documents pour raconter une histoire. Donc là, ce que je fais défiler depuis tout à l'heure, c'est ce que vous pouvez retrouver sur le site de France 24. Donc on est parti, c'est un récit en plusieurs chapitres de l'histoire des recherches autour de Louise Pikowski. Et donc on utilise à la fois l'écrit et les documents d'archives pour raconter cette histoire. Donc là, ce sont les lettres qu'on a reprises, donc les photos qu'on a retrouvées au cours des recherches, les documents des archives nationales. Et donc, on lit à la fois le texte et la photo, les documents, pour raconter cette histoire de Louise. Et là, on a par exemple, ça, ce sont des photos qu'on a aussi retrouvées dans le coffre-fort du lycée, je crois. Des photos qui avaient été prises par les Allemands au cours de la guerre dans le lycée Jean de La Fontaine. On reconnaît le lycée en bas. On a aussi, grâce au livret de prix qu'on a retrouvé du lycée Jean de La Fontaine, on a pu retrouver d'anciennes élèves. Donc là, par exemple, c'est une ancienne élève qui m'a envoyé une photo de classe qui avait été prise à l'époque de la guerre. Et il y a aussi toutes les photos qu'on a prises au cours des recherches, comme ces photos qu'on a prises dans les caves du lycée. Donc voilà, c'est un document, c'est un format un peu plus fouillé que la vidéo, parce qu'on retrouve un peu plus de choses sur ce web documentaire. Et les lettres sont en accès libre, on peut bien sûr les lire sur le site. On peut les lire et on peut les télécharger, ce qui veut dire que ça peut être aussi utilisé. Ce sont des supports qui peuvent être utilisés pour les professeurs, j'imagine, dans leurs travaux qu'ils peuvent mener avec des élèves d'autres établissements. Oui, ça c'est parce que j'étais très contente. Donc là, le web documentaire est sorti fin mars et j'ai eu beaucoup de retours de professeurs qui m'ont dit qu'à la rentrée ou au cours des prochaines semaines, ils allaient utiliser les lettres pour leurs cours sur la Shoah. On a voulu que ce format sur France 24 soit aussi un outil pédagogique à l'adresse des professeurs pour qu'ils puissent l'utiliser en classe voilà, avec leurs élèves, comme le travail qu'on a fait. Voilà. Mais est-ce qu'on peut aller sur... Non, s'il n'y a pas Internet. D'accord. Non, mais on va vous donner l'adresse. Je vous invite vraiment à aller le voir sur le site Internet donc, de France 24. Il y a un lien de toute façon sur le site du Mémorial. Oui, il y a un lien sur le site du Mémorial. Également, c'est vraiment un très beau document. C'est vraiment graphiquement très joli et intéressant, facile à circuler dedans. Voilà, je vous invite à aller voir. Peut-être du coup poser la question à nos amis du public. Je reconnais quelques visages familiers parmi vous. Est-ce que ça va susciter des idées, des recherches? Voilà, madame au deuxième rang. Bonjour, c'est une question qui s'adresse à Khalida. Je voudrais savoir, lors de la pose de la plaque dans l'établissement, justement, par exemple, l'exemple de Bert Baumann, est-ce que vous avez cherché à savoir s'il restait des membres de la famille? Est-ce qu'ils connaissent donc la présence de cette recherche? Est-ce qu'ils vont être conviés éventuellement, s'il y a encore des gens de cette famille à la pose de la plaque ou pas? Voilà. Alors pour Bert Baumann, il n'y a pas de survivants. Enfin, ils ont tous été assassinés. Mais il faut savoir que nous n'avons pas totalement terminé les recherches. Il reste encore pas mal de recherches à faire. Mais tous ceux qui sont encore en vie sont bien sûr conviés à la cérémonie. Pour Bert Baumann, pour l'instant, on a retrouvé personne. Mais par exemple, pour Anna Janowski, qui est aussi l'une des élèves déportées, nous avons retrouvé, on a eu de l'aide, je raconte un peu aussi son histoire dans le web documentaire, l'aide de Sarah Montard, qui est une ancienne déportée et qui était une de ses amies. Donc elle nous a donné sa photo. Et Sarah Montard s'est souvenue qu'elle avait croisé sa cousine lors d'une cérémonie. Et là, il y a 2 semaines, elle m'a donné son numéro, donc j'ai pu l'appeler. Donc elle était très émue de savoir qu'on parlait d'elle et qu'il y allait avoir la cérémonie, donc elle va venir à la cérémonie. Il y a également Hélène Poulic. Donc là, en fait, cette histoire aussi est terrible. En fait, elle a été déportée avec sa mère. Son père avait réussi à se cacher. Et donc, il a survécu à la déportation. Il s'est remarié avec la femme qui l'a aidé à se cacher, visiblement. Mais ils n'ont pas eu d'enfant. Donc là, j'ai retrouvé un neveu de cette femme, mais ce n'est pas de la famille proche. Enfin, je lui ai aussi transmis. Mais pour beaucoup, comme ils ont toute la fratrie est décédée au cours de la déportation, c'est compliqué de retrouver. Voilà. Là, pour l'instant, pour Anna Janowski, on va pouvoir avoir quelqu'un de la famille. Oui, et on espère que les cousines qui sont à Jérusalem, au moins une des cousines pourra se déplacer et venir à la cérémonie. Voilà.
Oui, il n'est jamais facile de retrouver les parents, la parenté au sens large hein, des victimes de déportés. On nous sollicite très régulièrement. Donc on parlait tout à l'heure des formulaires de témoignage, des feuilles de témoignage qui sont remplies, déposées à Yad Vashem et accessibles en ligne. C'est ça la particularité, c'est que le nom des personnes qui remplissent ces feuilles sont directement visibles sur le site internet. Bon, dans ce cas-là, ça n'a pas donné de résultats. Après, il y a tous les moyens de communication. Évidemment, la mèche du 16e qui est associée à la pose de la plaque va diffuser autour de son réseau. Mais on le voit aujourd'hui, et ici au quotidien, je veux dire au mémorial. Aujourd'hui, on va nous poser une question, on n'aura pas de quoi répondre. Et dans 6 mois, quelqu'un d'autre va venir se faire connaître en disant « je suis de la famille de un tel ou un tel ». Et le lien se fera peut-être malheureusement après la pose de plaque. Mais enfin, en tous les cas, c'est jamais trop tard. Donc plus on diffuse l'information, mieux c'est. Il y a une question de madame un peu plus haut. On va vous apporter ou faire... Ah, pardon, il y avait une autre question? D'accord. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu, mais je passe la parole de suite. Ouais. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. C'est bon, vous m'entendez? Allez-y, et ensuite madame. Allez-y. Une question que je me suis souvent posée en allant chercher mon fils à l'école, quand il était dans le primaire, enfin, un de mes enfants, c'était de voir qu'il y avait toujours marqué... tant d'enfants juifs habitaient le 13e ou le 14e, etc. Et ont été ils ne sont jamais revenus, et il n'y a jamais les noms. Et j'ai toujours pensé que, quelque part, il y aurait dû avoir les noms, et il devrait y avoir les noms, en tout cas, et comme si c'était juste un numéro. Alors, non, je pense, non, ce ne sont pas juste des numéros. Non, on est donc, d'accord. Mais... Généralement, à ma connaissance, et sous réserve, que j'espère ne pas dire de bêtises, sur la plaque qui se trouve à l'extérieur de l'établissement, effectivement, on donne un chiffre. Dans cet établissement étaient scolarisés tant d'enfants qui ont été déportés. En principe, à l'intérieur de l'établissement, il y a souvent arrivé que les noms, enfin, il y a des plaques avec les noms des enfants, mais ce se trouve à l'intérieur de l'établissement. Alors, peut-être visiblement pas dans l'école que vos enfants fréquentaient. En tous les cas, les AMEJ, ces associations qui se sont créées par quartier pour Paris et en province également, qui se sont créées pour identifier et aboutir à ces chiffres, on fait les recherches, et on fait les recherches de façon nominative, bien entendu, à partir des registres des établissements. La difficulté d'inscrire les noms, ça d'abord, c'est une question de place, c'est une question d'orthographe. Enfin, les recherches ne sont pas les mêmes, et normalement, les listes sont disponibles des enfants de chaque établissement. Donc, si ça n'est pas le cas dans l'école dont vous parlez, vous pouvez contacter la MEJ et avoir la liste des enfants. Et la lecture, au moment de la cérémonie, la lecture des noms des enfants est faite de façon intégrale. Voilà. Mais il faudrait peut-être davantage se rapprocher d'eux. Je ne sais pas s'il y a un représentant de la MEJ. La MEJ, c'est quoi exactement? Alors, ce sont les associations en mémoire des enfants juifs déportés de Paris, pour Paris. Il y a une instance supérieure qui est le COMEJ, qui est le conseil, qui regroupe l'ensemble de ces associations par quartier. Certaines ont terminé leurs travaux par arrondissement. Je peux vous dire, par exemple, le 13e a fait l'ensemble du travail d'identification des enfants déportés du 13e. Ils ont terminé leurs travaux et d'ailleurs, ils nous ont versé leurs archives. D'autres sont toujours en cours parce qu'ils ont plus de mal à obtenir les informations. Khalida parlait tout à l'heure de la difficulté d'accéder au registre de l'établissement du lycée. Certains registres ont été détruits, disparus. Donc, c'est d'autant plus difficile. Si je peux me permettre, vous voyez dans les jardins de Paris de plus en plus de plaques pour les enfants qui n'ont pas pu fréquenter les écoles parce qu'ils étaient trop petits. Ce sont des recherches considérables qui sont menées autour de la MEJ et qui font que vous ne les avez pas toutes vues d'un coup. Elles fleurissent, si on peut dire. En tout cas, elles sont très précieuses et elles ne sont jamais arrêtées de façon définitive. C'est-à-dire qu'il y aura une cérémonie, je ne sais pas à quelle date, à La Fontaine. Mois d'octobre. Mais ça ne stoppera pas les recherches pour autant et il y aura encore des découvertes. C'est quelque chose qui avance en permanence. Oui. Et les AMEJ, les COMEJ ont également un site internet, donc par arrondissement, vous pouvez trouver des informations. Il y a une carte de Paris notamment qui a été faite, vous pouvez cliquer sur un établissement, avoir des listes, etc. Enfin, voilà. Et si vous avez des difficultés à trouver, venez en salle de lecture, on vous donnera les informations. Madame. Oui, bonjour, merci tellement. C'était aussi à propos des recherches, donc par exemple dans le lycée La Fontaine,
vous avez eu recours à ces organismes-là pour savoir si un élève ou un autre était déporté? Comment est-ce que vous avez réussi à... Non, les AMEJ, elles ont été sollicitées dans le cadre de la pose de la plaque pour savoir si un enfant a été déporté ou pas. Oui. Comme l'ont dit les jeunes filles, elles ont utilisé le site de Yad Vashem parce qu'elles disaient déporté. Elles auraient pu utiliser le site du mémorial de la Shoah également. Voilà. Mais on m'a dit que c'est pas pareil nécessairement. C'est pas pareil nécessairement parce que sur le site du mémorial, vous n'avez que les Juifs déportés de France. Voilà. Et sur le site de Yad Vashem, il y a en plus toutes ces feuilles de témoignages qui sont des informations supplémentaires. Donc c'est pas exclusif. On n'y trouve pas forcément les mêmes informations, mais a priori, on y trouve les informations sur la déportation des personnes. Donc établir la liste des élèves, alors ça peut-être que soit Khalida veut expliquer ou redemander aux jeunes filles. Alors, parce qu'elles n'étaient pas identifiées juives, évidemment. Pas du tout. Voilà. Comment est-ce que nous avons fait pour établir ou identifier des élèves juifs? Alors, nous avions à disposition des livrets scolaires, des livrets de récompense, qui étaient établis en fin d'année. Donc, les élèves devaient extraire tous les élèves inscrits et ensuite vérifier nom par nom sur le site du mémorial de la Shoah dans un premier temps, et ensuite recouper avec le site de Yad Vashem. Et après, quand nous avons retrouvé des archives de registre, nous avons coupé les informations avec ce que nous avions retrouvé au second sous-sol, en sachant que nous avons retrouvé que la moitié du registre, puisque ça partait de la lettre A à la lettre K. Voilà. C'est pour ça que je vous disais que beaucoup de documents ont disparu. Ouais. Disparus ou détruits. Exactement, si je peux me permettre, comme chez vous, il y a des documents qui ont toujours été au bon endroit. Il y en a qui, de façon surprenante, ont bougé. Peut-être vous avez oublié que vous avez déplacé une pile d'un côté à de l'autre de votre appartement. Et puis, il y a des documents qui ont été détruits. Chez vous, il peut y avoir des inondations, il peut y avoir un cambriolage. C'est exactement pareil dans un établissement scolaire. Donc, c'est un leurre d'imaginer qu'on a tout 70 ans après, mais on a les moyens de comprendre ce qu'on a sous les yeux et de chercher encore. Voyez ? Encore juste une question à propos de Caroline, de Louise Cathy. Est-ce que on sait bien sûr dans quel convoi elle était envoyée? Oui. Oui. Et la date? Oui. C'était convoi 67. Le convoi 67 du 3 février 1944. Et dans le web documentaire, d'ailleurs, c'est un témoignage qu'on n'a pas dans la vidéo, mais qui est sur le site de France 24. On a retrouvé une femme qui a fait partie de ce convoi, donc qui s'appelle Léa Schwartzmann, qui est toujours en vie. C'est l'une des rares rescapées de ce convoi. Donc c'était pour aussi mettre en perspective ce qu'avait pu vivre Louise sans son témoignage de ce terrible transport vers Auschwitz. Donc elle nous raconte comment elle a vécu ce convoi. Il y avait plus de 1200 personnes, donc elle ne se souvenait pas de Louise et de sa famille. Mais elle nous a raconté ce qu'elle avait vécu. Elle a fait partie de la famille la plus nombreuse à avoir été déportée de France. Ils sont partis à 13, les 2 parents et les 11 enfants. Et il n'y a que elle et sa sœur qui ont survécu. Est-ce que... Oui, nous avons une question, si madame veut bien passer derrière vous. Merci. Oui, j'avais une question sur des documents que vous avez présentés. Vous avez présenté 3 petites cartes d'identité et j'avais une question sur la nationalité qui était indiquée. Deuxièmement, vous avez montré la Bible et je n'ai pas pu identifier la Bible que c'était. Et est-ce que de cette Bible, je ne crois pas que ce soit celle du rabbinat, je ne sais pas si c'est une Bible chrétienne ou protestante, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose sur la pratique religieuse, sur l'intégration, l'assimilation? Qu'est-ce que les archivistes que vous êtes peuvent tirer de ces documents? Là, donc, par exemple, je vois nationalité et je n'arrive pas à lire et je ne comprends pas pourquoi il y a des choses un peu différentes d'une fiche à l'autre. Alors, ce ne sont pas des cartes d'identité. Ce ne sont pas des cartes d'identité. Des cartes, des fiches, oui, pardon. Là, ce sont des fiches du camp de Drancy. Voilà, d'accord. Je vous ai dit rapidement, mais c'est important, ce qui est écrit n'est pas forcément vrai.
Ce qui est écrit là en l'occurrence par très vraisemblablement des internés du camp de Drancy eux-mêmes et qui donnent des informations qu'ils recueillent auprès des internés eux-mêmes. Donc sur les 3 fiches présentes, vous avez sur la ligne nationalité des choses un peu étranges. Mais il est évident que par exemple sur celle du russe, sans doute réfugié russe, hein. Bon, la Russie et la Pologne, à l'époque, en 1940, en 1942, en 1944, c'est très compliqué, hein. Donc, ça vous donne une indication, mais qui n'est pas forcément exacte. En l'occurrence, la famille a été naturalisée en 1937. Elle avait bel et bien la nationalité française. Mais les gens qui ont établi ces fiches avaient des informations partielles, vous voyez. Donc, il faut toujours prendre du recul et pas se dire « j'ai trouvé, il était russe ». Sur la 3e, là-bas. Français par filiation. La mère était française, hein, la mère était née en France. Par déclaration. Est-ce que dans les dossiers de naturalisation, on trouve l'épisode de la dénationalisation, enfin de la dénaturalisation. De la dénaturalisation. Oui, pour toutes les familles dont les dossiers sont réouverts par la commission de dénaturalisation instituée par l'État de Vichy, vous avez effectivement non seulement la trace de cette commission, mais les enquêtes qui sont faites pour savoir si la personne va pouvoir garder ou non sa nationalité française. Et ces enquêtes sont très précieuses parce qu'elles datent du temps de l'occupation. Donc d'un coup, vous avez un coup de projecteur d'un dossier qui a été ouvert, par exemple, dans les années 20, et hop, qui est complété dans les années 40. C'est très précieux. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas pu y accéder. Le problème pour la famille, c'est qu'effectivement, le dossier la naturalisation est de 1937, donc il leur faudra attendre 2 ans pour accéder à ces dossiers qui sont à Fontainebleau et actuellement bloqués pour des raisons de sécurité. Oui. Eh oui. De sécurité, vraiment de sécurité. Oui, du site de Fontainebleau, dans un bâtiment souterrain qui menace de s'effondrer. Et même les archivistes n'ont pas le droit d'y entrer. Donc un déménagement colossal et savamment étudié va être mené dans 2 ans et tous les dossiers seront accessibles à Pierrefitte. Mais on a quand même retrouvé, donc, grâce au journal officiel, on sait qu'il a été naturalisé, le père, en 1937 et qu'on lui a retiré sa nationalité en 1941. C'est dans le journal officiel. Oui, tous ces documents sont consignés dans le journal officiel. C'est un décret qui... Vous allez sur le site de Gallica, en fait, le site de la BNF, où ils ont toutes leurs archives en ligne. Et on trouve la dénaturalisation aussi. J'ai tapé le nom du père, et donc c'était marqué en 1941, on lui a retiré sa nationalité. Mais la mère, Barbe, était née en France, elle était née à Paris, donc elle avait la nationalité française, les enfants aussi. Donc c'était le père qui a eu la nationalité française, et après on lui a retiré. Voilà. Oui, bien entendu. Alors la Bible, monsieur, je l'ai sous les yeux. Et si vous avez quelques minutes, je vous invite à venir la voir. Donc, c'est la Sainte Bible qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament traduits sur les textes originaux hébreux et grecs par Louis II, docteur en théologie, et qui a été publié, imprimé en Suisse en 1942. Voilà. Peut-être qu'on peut dire effectivement un mot sur les rapports qu'entretenait Louise avec sa professeure, mademoiselle Malingré, et qui échangeait beaucoup, je crois, sur... oui, c'est ça, dans les lettres, il y a beaucoup de réflexions sur la religion. Donc on sait que mademoiselle Malingré était professeure de latin grec et c'était une spécialiste de Saint Jean Chrysostome, un des pères de l'Église. Elle a traduit, c'est une des grandes spécialistes de cet homme, qui selon des gens, elle l'appelait mon Jean, tellement c'était l'homme de sa vie, selon les témoignages qu'on a eus de ses anciennes élèves. Et donc avec Louise, elle correspondait beaucoup sur la religion. On voit que Louise s'interrogeait beaucoup sur le judaïsme. On sait que du côté de sa mère, ils étaient très religieux, mais peut-être du côté de la famille de son père, à ce que j'ai compris, un peu moins. Donc elle voyait ça plutôt comme un carcan. Elle s'interrogeait tout en ayant la foi. Et mademoiselle Malingré avait une foi catholique très profonde. Donc elles échangeaient beaucoup sur la religion. Alors cette Bible, il y a une dédicace, on ne sait pas exactement qui lui a donné. Peut-être mademoiselle Malingré, mais il y avait vraiment ce dialogue religieux entre l'élève et son élève, chacune respectant la religion de l'autre, bien évidemment. Alors, juste une précision sur cette Bible. Donc, ce n'est pas une Bible juive, c'est une Bible protestante classique qui est effectivement, avant les versions œcuméniques, l'une des plus utilisées. Alors, ce que vous dites sur Jean Chrysostome, c'est assez piquant et c'est une ironie de l'histoire parce que Jean Chrysostome, c'est certes Bouche d'Or, mais c'est vraiment l'un des pères de l'Église les plus antisémites
et les plus odieux. Il a nourri en effet l'antisémitisme chrétien sur des générations et des générations, et que ce soit précisément cette spécialiste de Jean Chrysostome qui ait eu ce dialogue et qui ait eu ce désir de sauver et qui soit intervenu comme ça, est quelque chose d'assez remarquable et qui mérite d'être souligné. Voilà. Bah, écoutez, parce que tous les pères de l'Église n'étaient pas antisémites, mais s'il y en a un dont l'antisémitisme n'était pas douteux, c'était celui-ci. Bah, écoutez, ça serait intéressant effectivement qu'on puisse compléter le dossier avec de telles informations. Et effectivement, la Bible est dédicacée avec des initiales uniquement au mois d'août 1943, et je crois que ces initiales n'ont pas pu être identifiées en fait. On ne sait pas qui, hein, voilà, qui a offert cette Bible à Louise. Donc je me présente, je suis Madame Lerche, je suis la professeure qui a trouvé les lettres dans le placard. Et je dois dire que l'émotion que j'ai eue quand j'ai trouvé ces lettres, elle est toujours là, toujours présente. C'était absolument saisissant. Et c'est vrai qu'en écho à ce que vous venez de dire, j'avais l'impression que Louise était un peu à côté de moi. Et c'est pour ça que ces documents, je voulais vraiment faire revivre sa mémoire. On a cherché avec des collègues vraiment pour lesquels il y avait un écho tel que le mien, une émotion. Parce que je dois dire qu'à l'époque, je suis allée au CDI, mais je n'ai pas du tout trouvé la porte ouverte comme je le souhaitais. Donc on a essayé avec des professeurs de retrouver les noms pour pouvoir faire une plaque, car c'est vrai que c'était le but. Et on a été bloqué par le problème justement des fichiers. Il n'y avait pas la liste des élèves, on ne les trouvait pas. On a fait appel aux associations et on a essayé de trouver même avec les listings de cantine. Je me souviens, on s'était retrouvés devant toutes des boîtes avec des petites fiches de cantine, alors que j'ai appris après qu'il n'y avait pas à l'époque de liste de fichiers de cantine. Et c'est vrai que j'étais vraiment très désemparée parce que là, la situation était bloquée. Finalement, je n'avais pas réussi à trouver un écho pour que ce que je souhaitais le plus dans cette transmission aboutisse. Et j'arrivais à la retraite et c'est vrai que c'était pour moi un véritable souci. Et je ne crois pas qu'il y a de hasard et que vraiment, là, je suis tombée sur les bonnes personnes parce qu'alors, ça a été absolument magnifique. À partir du moment où j'ai remis donc les lettres, les documents, il n'y avait pas que des lettres, il y avait aussi des petits mots qui témoignaient des recherches qu'ils avaient fait une fois que Louise avait été arrêtée. Il y avait une merveilleuse rédaction où on lui demandait quel est le livre que vous aimeriez emporter avec vous sur une île déserte. Et elle dit, eh bien, c'est une Bible. Et je dois dire que ça serre le cœur parce que finalement, la Bible, elle l'a remise. D'où vraiment si je reviens dans le mot. On a l'impression que quelque part, il y avait comme un pressentiment malgré tout, puisque la Bible, elle voulait l'emmener sur son île déserte et que la Bible, là, elle l'a confiée. Donc, à partir de ce moment-là, la situation s'est débloquée, c'était absolument vertigineux. Les informations arrivaient, je dois dire que chaque semaine, j'avais dans ma boîte mail un petit mot de Stéphanie ou de Kadida. C'était vraiment impressionnant, et je voulais les remercier parce qu'elles se sont investies bien au-delà de ce qu'on peut appeler leur travail. Je sais qu'elles y ont passé leur samedi, leur dimanche, leur jour férié. Vraiment, elles se sont investies là-dedans de façon vraiment admirable et le résultat est au-delà de mes espérances. Et quand je dis qu'il n'y a pas de hasard, j'avais remis les lettres à Khalida qui devait partir en vacances en Israël. C'était prévu avant que je remette les lettres. Et donc, elle a pu donc là-bas retrouver de la famille, donc de Louise, de remettre ses lettres. Et c'est vrai que la famille là-bas, elle me l'a raconté, était aussi très touchée de voir que la profondeur, disait, on ne savait pas qu'on avait un tel écrivain dans notre famille. Parce que je vous invite vraiment tous à lire ces lettres qui sont d'une profondeur, d'une humanité. C'est saisissant sur une enfant qui était quand même très jeune. Et moi-même, en tant qu'enseignante, j'ai été bien sûr extrêmement touchée par le lien qu'elle avait avec mademoiselle Malingré. Et c'est vrai qu'elle était d'une famille très modeste. Mais alors, elle avait une soif de connaissance qui est impressionnante. Pour elle, l'école, c'était vraiment une forme de liberté. Quand on voit que dans une lettre, elle écrit « Ah, j'attends avec impatience la rentrée », qui était, je crois, à l'époque en octobre. Déjà, elle disait sur quoi nous allons réfléchir, mademoiselle. C'était
C'est vraiment, c'est absolument saisissant. Et dans les documents donc, que vous avez retrouvés, il y avait le discours de départ d'un professeur qui m'a beaucoup touchée, où elle disait, donc c'était son départ à la retraite, moi aussi j'étais proche de la retraite, où elle disait vraiment, je suis triste de partir. J'ai essayé par tous les moyens que la mémoire de Louise soit honorée dans cet établissement, en vain. Et j'avoue que là, il y a une certaine colère aussi qui monte. Vraiment, vraiment. Donc c'est bien que j'ai pu ne pas rester avec cette colère et que les lettres maintenant soient utilisées par d'autres professeurs, parce que le webdoc a vraiment il y a beaucoup d'échos. Donc, il y a beaucoup de professeurs d'histoire qui ont dit qu'ils allaient utiliser les lettres. Et c'est vraiment absolument, absolument magnifique. Donc, je voulais les remercier toutes les deux. Voilà. Merci, Christine. Convergence, les bonnes personnes rencontrées au bon moment. Et c'est un très beau travail qui a été fait, qui n'est pas achevé. Enfin, pour le web documentaire, il est fait. Il va vivre sa vie maintenant. Les documents sont désormais conservés dans des archives où elles sont accessibles, où elles pourront être confrontées à d'autres histoires, d'autres parcours de vie, comparés, étudiés, expliqués, présentés dans des expositions, enfin avoir la vie qu'elle mérite. Au travers de ces documents, c'est donc bien entendu Louise, à laquelle on pense en premier lieu, mais également ses frères, ses sœurs, son frère, ses parents, ses camarades de classe. Mais il nous reste à vous remercier vraiment très sincèrement d'être venu passer une partie de cet après-midi avec nous aujourd'hui. Je me répète encore une fois, n'hésitez pas, le webdoc sur le site de France 24, allez voir. Si vous avez Internet, et si vous n'avez pas, allez chez les petits-enfants, eux ils ont, ou voilà, trouvez quelqu'un, forcément vous allez trouver quelqu'un qui pourra vous aider. Aux élèves du lycée Jean de La Fontaine, écoutez, j'espère sincèrement qu'au-delà de vous avoir embarqué dans cette histoire, ça a suscité, provoqué chez vous peut-être d'abord de la connaissance, une connaissance particulière sur cette période de l'histoire, et puis l'envie peut-être de poursuivre, de continuer, peut-être de faire des études en histoire, qui sait, ou de devenir archiviste, pourquoi pas. C'est un petit peu un travail de détective privé que nous avons parfois, et c'est un boulot formidable. Nous sommes là pour en témoigner, ou journalistes, allons-y, soyons fous. En tous les cas, il y a du boulot pour tout le monde. Qualida, mais vraiment merci. Merci pour votre démarche, merci pour votre investissement. Stéphanie, à très bientôt, je pense, au plaisir d'une prochaine enquête. Et puis à la prochaine fois pour la promotion du futur ouvrage qui va être publié. Donc aux éditions, on ne sait pas encore. Mais on sera de toute façon très heureux de vous recevoir. Merci Claude. Merci beaucoup. Karen. Et merci Karen.